Nouvel épisode de DB et nouvelle rencontre, vous allez l'entendre, très enrichissante. Nous nous trouvons à Saint-Jean-du-Bruel, encore un village à l'extrême sud-est de l'Aveyron, considéré comme la porte des Cévennes, de ce côté-là en tout cas. Un bourg réputé pour son passé industrieux, et c'est là que je pose mes micros, ma console dans l'atelier de Bats, la fabrique atypique. Un artiste qui, lors de la présentation de chacune de ses nouvelles créations, nous scotche littéralement. Bats est tout d'abord un bricoleur accompli, au sens noble du terme. C'est un as de la récup, un vrai métier, et c'est enfin un garçon qui déborde d'imagination. À l'arrivée des œuvres essentiellement faites de métal, mais pas que, qui suscitent l'admiration et une bonne dose de questions. Car comment fait-il pour transformer ces pièces, ces objets, ces trouvailles récupérées ici ou là en œuvres d'art ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode, le 7e de la collection de podcasts EB. Et dans un premier temps, Bats revient sur sa passion pour l'automobile, pour les motos, pour la mécanique, pour la bidouille aussi. Parce que c'est de là que son histoire artistique part, même s'il faudra un peu de temps pour que ce projet génial se matérialise. Dans les premiers boulots, puisque j'étais encore à l'école, mais c'était de l'alternance et tout ça, moi j'ai démarré passionné de voitures, donc dans les garages automobiles, avec ce que cela comporte. Donc quand t'as 13 ans, tu balayes, tu ranges, puis après tu montes les échelons. Et ensuite, après, en restant dans l'automobile, je suis parti plutôt dans le commerce, mais avec toujours cette passion pour la mécanique auto et moto, mais plutôt faite à la maison. Elle te vient d'où cette passion pour la mécanique et pour l'automobile, pour la moto ? Je pense comme beaucoup de petits garçons à qui on offre à 2 ans ses premières voitures à Noël, les petits jouets. Et après on était d'une génération où il y avait encore beaucoup les mécanos, les Lego techniques, les Kenex. Donc je sais pas si ça parlera à certains mécanos en herbe, mais on avait beaucoup de jouets de créativité et de mécanique qui permettaient d'une de faire ce qu'on veut si on a suffisamment de pièces et tout ça, mais aussi beaucoup de comprendre la mécanique. Et ça, c'était vraiment génial. Ça veut dire que tout jeune, déjà, tu commençais à concevoir, à construire des voitures, par exemple ? Alors oui, et surtout à déconstruire. En fait, aux grandes dames de mes parents, j'avais cette tendance à démonter chaque jouet ou chaque voiture téléguidée ou chaque vélo, et après à 14 ans la moto. Enfin voilà, il pouvait pas se passer. Ma première moto, au bout de 3 jours, elle était en pièces pour la refaire à ma façon, on va dire. Mais oui, tout le temps, ce besoin de bricoler, comme on dit. Alors ce terme peut être péjoratif, mais en fait, c'est de comprendre comment ça fonctionne, donc en démontant les choses. En fait, c'est ça, c'est comprendre le fonctionnement finalement de l'engin. Ouais. Vraiment ce souhait-là d'aller chercher au cœur quels étaient les mécanismes, comment ça marchait. Et puis moi, j'y trouve une certaine beauté dans ces assemblages. J'ai un respect immense pour les Léonard de Vinci et autres qui ont dû penser ces mécanismes qui sont tout simplement géniaux, quoi. Voilà. Ce qui veut dire que tu as eu une formation quand même assez complète avant de partir comme commercial. D'ailleurs, pourquoi tu as arrêté ce métier de mécano pour partir dans le commerce ? La réponse, elle est simple. C'est le patron du garage qui me disait que je parlais trop dans l'atelier et que j'allais trop parler avec les clients. Et il m'a proposé en fait de passer de l'autre côté, on va dire, du comptoir, puisque les garages, c'est un petit peu comme ça, et d'aller au devant des clients. Et en fait, moi, j'ai trouvé vraiment un plaisir à un peu avoir les mains un peu plus propres et tout en restant dans l'automobile, mais à vendre les voitures et tout ça. Puis ça collait après avec les études que j'ai fait, puisqu'après je suis parti dans des écoles de commerce et autres. Ah d'accord, tu as bifurqué. Une petite bifurcation, ouais. Mmh. Il n'empêche que le soir à 19h, je posais la chemise pour me remettre dans le petit garage à l'époque et bosser sur des vieilles bagnoles ou des mobylettes ou des vieilles bécanes, quoi. Ça t'a jamais lâché en fait. Et non, voilà, c'est heureusement, j'ai envie de dire, mais ouais, il y avait toujours cette double casquette avec ce besoin de faire quelque chose de mes mains, quoi, tout le temps. Alors cette vie a duré un certain temps dans le sud de la France, enfin dans l'Hérault. C'est ça. Et puis un beau jour, avec ton épouse Laura, Ouais. vous décidez de venir vous installer ici, dans l'Aveyron, à Saint-Jean-du-Bruel. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ? Alors, ce serait trop long à expliquer un petit peu toutes les petites motivations. Les grosses motivations et le changement de cap dans la vie, ça a été quand on est devenu parent, où justement on a d'autres attentes de la vie, d'autres besoins et quand même un besoin d'avoir un petit peu plus de temps en famille.
un peu moins la course métro boulot dodo. Alors c'est cliché, mais dans le sud, ça reste quand même un petit peu ça aussi, au vu du nombre de gens qu'il y a, ou le temps que tu peux passer dans la bagnole, au prix de l'immobilier. Enfin voilà, il y a quand même toujours cette course. Et en fait, ouais, c'est venu spontanément, mais après mûre réflexion, quelques années, il y a eu vraiment ce besoin de tout quitter, que ce soit nos deux boulots à tous les deux, la maison, la famille, puisqu'on est natifs de tous les deux du même village. Alors on n'est pas parti non plus trop loin, hein, on n'est qu'à 1 heure de route de tout ça. Mais quand même, voilà, c'était changement avec le cliché un peu de partir vivre à la campagne. Chose qu'on a faite puisqu'on a pu s'acheter un grand terrain, construire nous-mêmes notre maison, mon atelier et un gîte. Donc tout ça sur le même terrain. Et il y avait ce souhait quand même de remettre un peu les mains dans, pas le cambouis là pour le coup, mais dans le ciment, dans la peinture, dans le placo. Et du coup, on a découvert plomberie, électricité et tout ce que ça comporte. Et donc, on a pu réaliser un rêve, en tout cas qu'on avait, qui était de se construire nous-mêmes notre cocon de vie familiale. Voilà. Et au départ, lorsque vous arrivez, est-ce que tu te dis que professionnellement, tu vas retourner à tes premières amours, c'est-à-dire la mécanique, dans un premier temps, hein? Oui, c'est ça. En fait, le projet initial, hein, c'était de me bâtir un grand atelier. Alors, qui n'est pas si immense que ça, mais qui faisait quand même 5 fois la taille des ateliers que j'avais jusqu'à présent. Mais le projet de départ était de faire de la mécanique auto, moto, vintage, et de retaper des vieilles voitures pour les revendre derrière, en parallèle du gîte, qui est inhérent à ce projet, puisqu'il est nécessaire aussi pour avoir une certaine régularité au niveau des revenus. Et en fait, cet atelier était neutre et vide, et en faisant le gîte, justement, les idées ont un petit peu changé, les projets ont un peu changé. Oui, parce que ce gîte, finalement, tu l'as décoré. C'est la bonne expression, mais Ouais, c'est la bonne finalement, c'est en expression parce décorant que et ce gîte que tu t'es donné l'idée, finalement, de créer la fabrique atypique. c'est ça, clairement c'est ça, parce qu'en fait, on voulait faire un gîte dans l'esprit atelier, mais qui soit pas trop froid non plus, parce que les matériaux d'atelier sont à la base du métal, du béton. Donc nous, on est parti dans cette idée-là, et en faisant la déco de ce gîte, qui est principalement basé sur le recyclage de vieux objets, du coup avec les vieilles matières que ça en incombe, donc le cuivre, le laiton, le métal, la rouille, les cuirs patinés, des choses comme ça. Et donc en faisant ces décorations et en aménageant ce gîte, via les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait un bon retour de la part de gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas. Et c'est ce qui m'a poussé un peu à me dire, tiens, plutôt que de réparer une vieille mobilette, est-ce que je pourrais pas prendre des pièces de cette mobilette et la transformer en lampe ou des choses comme ça. Et en fait, grâce vraiment Internet, hein, on a eu des demandes d'achat de déco que j'avais fait au gîte, et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'y ai réfléchi un petit peu plus. Et en créant quelques premières décos, puisque c'était pas encore vraiment des sculptures, c'était plus des tableaux représentatifs de vieux métiers, des machines à coudre détournées en lampe, des choses un peu plus basiques, on va dire, où il y a moins de recherche intellectuelle ou artistique, que je me suis dit, je vais quand même de temps en temps me faire des vieilles bagnoles parce que c'est comme ça, mais allez, feu, partons sur de la déco. Le gîte atypique amène donc à la création de la fabrique atypique, un projet somme toute cohérent, mais qu'il va falloir soigneusement mettre en place avec une vraie méthode dans l'art de la récup tout d'abord. Bâtir un atelier en phase avec ce projet. J'ai quand même été épaulé par les services de l'État et tout ça qui sont là pour ça, pour guider un petit peu, parce que le milieu de l'art, même au niveau des statuts et tout ça, c'était quelque chose de totalement inconnu pour moi. Et de fil en aiguille, petit à petit, quelques premières créations, des premières pseudo-expos internet, où en tout cas je rassemblais un peu tout ce que je faisais pour donner un peu un thème aux gens qui découvrent ce que je fais. Et du coup, l'atelier s'est transformé en un atelier avec une petite partie showroom boutique. Moi, ça m'a permis d'aménager mon atelier, parce que du coup, un atelier, ça se crée pas comme ça. Quand on fait un atelier mécanique, c'est pas le même qu'un atelier de menuisier, c'est pas le même qu'un atelier de plombier, des choses comme ça. Moi, ce qui était compliqué, c'est d'arriver à faire un atelier multi-carte un petit peu, parce que il m'arrive de travailler le bois, le métal,
de souder, de meuler, ou alors après de travailler à la pince à épiler quand je fais des choses très très fines, parce que les vis, c'est des vis de lunettes. Donc voilà, il fallait arriver à composer un atelier qui permette de travailler tout ça. Et s'organiser et retrouver finalement. Alors l'organisation, ouais, ça a été un maître mot parce que pour réaliser ce que je fais, j'ai besoin d'avoir une multitude de pièces qui vont de tous les univers, que ce soit de la maison, du garage, de l'automobile, de l'aviation, des choses comme ça. Et en fait, comme tout bon bricoleur qui soit, mon garage avant était un gros fourre-tout. Et là, il a fallu apprendre à ranger, trier, classer. pour Et retrouver. pour retrouver derrière et être pseudo-productif en tout cas, et pour pouvoir trouver les choses rapidement quand tu as envie de créer. Et en plus de ça, là où il a fallu que moi je sorte un petit peu de mes formations professionnelles où un boulon sert à visser quelque chose et donc il doit être rangé ici, moi j'ai dû apprendre à déconstruire cette logique et à plutôt ranger les choses par thème, par matière ou par forme. Donc je vais avoir des boîtes des fois où il y a des choses qui sont autant électroniques que plomberie ou mécanique, mais la forme en soi les rassemble. Et donc ça, c'était assez compliqué au début, parce qu'après, il faut arriver à mémoriser tout ça dans sa tête, puisque par rapport à un magasin de pièces détachées ou quoi, j'ai pas de référencement, j'ai pas un système informatique qui me dit là tu as une bougie de temps, là tu as un vis de temps. Donc voilà, il faut arriver à conceptualiser tout ça dans l'espace, à le maîtriser après dans sa tête pour justement quand je crée, ne pas être bloqué à me dire ah bah tiens non là je suis bloqué, il me faudrait cette pièce là. Parce que la règle de base étant de ne rien acheter, de n'utiliser rien en neuf, ou en tout cas au moins possible, puisque derrière cette démarche de recyclage, il y a quand même et beaucoup une démarche écologique et historique. Ça fait partie énormément aussi de ce choix de partir dans la sculpture avec des vieux objets, c'est qu'on est dans un formidable petit coin de campagne où les granges et les garages regorgent de trésors à mes yeux, qui sont des fois des outils ou des machines qui ont marqué leur temps, et d'ailleurs le temps est marqué sur elles. Et voilà, et en fait, moi quand je vais à la déchetterie, souvent, bon, je vais pas dire je pleure, hein, parce que ce serait un cliché, mais ouais, quand je vois partir certaines vieilles machines ou vieux outils ou vieux couverts, ou voilà, il y a une histoire derrière, et l'idée de pouvoir les recycler, leur donner une seconde vie, qui sera différente. Ça, c'est formidable, quoi. C'est formidable. Donc finalement, rien ne se jette avec toi. Et alors, oui, je vais pas le dire trop fort parce que je crois que ma femme est par là, mais ouais, c'est difficile de jeter. J'essaie toujours de trouver, de récupérer un maximum pour pouvoir recycler derrière. C'est génial de faire comme ça, quoi. Alors ce stock, il a fallu d'abord le constituer au départ, parce que j'imagine que tu avais quelques pièces, mais il a fallu les trouver. Tu les as trouvées où? Et depuis, il faut le renouveler sans cesse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ouais, c'est un stock. Ce qui est parfois aussi compliqué, c'est que je vais avoir un certain stock et en fait l'année d'après, ce stock sera totalement différent parce que effectivement, à faire de la récup et du recyclage, on est tributaire de ce qui se jette, ou en tout cas ce qui ne plaît plus aux gens ou ce qui prend trop de place dans le garage. Donc du coup, comment ça s'est passé? Au début, on est arrivé ici, on avait quand même des amis, des contacts, des gens qui nous connaissaient, qui étaient curieux aussi de savoir ce que je faisais. Donc en fait, au début, ils passaient juste la porte pour voir un petit peu ce que je faisais, et en comprenant qu'ils pouvaient m'être utiles, et tout simplement en s'arrêtant un peu avant, puisque c'était pas stratégique mais un peu pensé, on est sur la route qui mène quand même à la déchetterie, et du coup ouais, comment ça s'est passé? Au début c'était plus moi qui allais chercher les choses, ou quand même des fois au bord de la poubelle il y a des gens qui vont laisser traîner un micro-ondes, moi dans le micro-ondes il y a des pièces merveilleuses, donc c'était comme ça, et petit à petit, maintenant ça fait 3 ans que je fais ça, donc durant ces quelques années, les gens vraiment jouent le jeu, que ce soit les Saint-Jeantais, le village où on est installé, les villages alentours, ou même des fois des gens qui viennent ici en vacances, qui savent ce que je fais, qui nous connaissent, et qui, en plus d'avoir l'attente et les affaires de vacances, il y a toujours une caisse avec dedans 3 cuillères, des clés, des choses comme ça. Ils ont Donc ça, c'est pensé à génial. toi en fait. C'est juste génial, ouais, c'est génial. Et eux le font, je le pense, en tout cas ce qu'ils m'en disent, par sympathie, mais aussi dans cet esprit-là, en se disant, on a tous des choses qu'on garde au garage en disant non, je vais pas le jeter quand même, c'est dommage, ça pourrait servir. Le mot ça pourrait servir va parler à tout le monde, surtout tous les gars qui remplissent leur garage de bordel, comme on dit. Mais voilà, ces pièces-là, eux, je pense qu'ils ont un plaisir à me les donner en sachant qu'elles vont réellement être recyclées. Peut-être pas rapidement, mais en tout cas un jour ou l'autre. Et pour faire des choses qui étaient
pas du tout pensé pour elle, quoi. Quand là récemment, j'ai quelqu'un qui m'a amené beaucoup de clés parce qu'il avait changé les serrures d'un collège. La semaine d'après, quand il a vu que ces clés permettaient de faire les nageoires d'un hippocampe, il était ravi parce que du coup, c'est pas simplement amené à la poubelle, refondu, ça part je sais pas où et voilà. Donc il y a la démarche écologique et il y a la démarche de projet aussi qui leur plaît, quoi. Et là, une question s'impose. Est-ce que Bats crée en fonction de ce qu'il a en réserve dans son atelier ou est-ce qu'il va récupérer ici ou ailleurs des pièces qui lui manquent? Comment, en fait, se déroule le processus de création à la fabrique atypique? Alors, on va dire qu'on pourrait catégoriser 3 façons de travailler. La première des façons, qui n'est pas la plus facile du tout, c'est le travail sur commande. Puisque depuis le début, j'ai réalisé moi des choses qui me passaient par la tête. J'ai aussi pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant voilà, ce que tu fais c'est très sympa. Moi mon père est plutôt passionné de pêche. J'ai vu que tu avais réalisé un papillon, j'aimerais dans ce style plutôt un poisson. Et donc du coup, alors c'est hyper intéressant parce que moi ça m'a permis depuis maintenant ces quelques années de sortir vraiment de ma zone de confort. Et de réaliser des fois des animaux ou des choses ou des scénettes ou enfin voilà des trucs totalement délirants en tout cas et que moi j'avais pas du tout à l'esprit. Donc ça c'est très très bien. En revanche derrière, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à comprendre ce que la personne, la perception qu'elle a de ce qu'elle voudrait. Toi, ce que tu en as compris et comment tu vas le matérialiser sous forme d'un objet, d'une sculpture ou d'un tableau. Et surtout, qu'est-ce que tu peux réaliser avec les pièces que tu as sur le moment. Et donc ça, c'est pour ça que je remercie encore tous mes clients ou en tout cas tous les gens qui m'ont fait confiance depuis le départ, puisque c'est vraiment à l'aveugle, quoi. Voilà, on est tributaire de ça, de ce que eux avaient en esprit par rapport à des réalisations que j'ai pu faire, ce que moi j'en ai compris et comment je vais le faire, et surtout qu'est-ce que j'ai comme objet pour le faire. Et jusqu'à présent, ça va. Je touche réellement du bois parce que ça s'est toujours bien passé et les gens étaient très contents. Donc ça, c'est vraiment une première façon de travailler, qui n'est pas du tout la plus simple, mais qui est utile et obligatoire. Ensuite, il y a plutôt quand je récupère un objet et lui vraiment il me parle, on va dire, je vois une forme où ça me fait vraiment penser à quelque chose, et donc je vais travailler autour de cet objet en essayant de pas trop le dénaturer, puisque je trouve vraiment sympa aussi quand je vois comment les gens apprécient mon travail. Ils s'éclatent tous à essayer de retrouver quels étaient les objets initiaux. On regarde de loin, on voit un poisson, on voit un hippocampe, on voit un oiseau, et en se rapprochant, tiens, regarde, les ailes elles sont faites avec des couteaux, les pattes, regarde, c'est des morceaux de fourchette, puis de la plomberie, puis donc c'est bien d'essayer de détourner l'objet en y laissant sa forme ou son état un peu initial. Donc ça, c'est une super façon de travailler aussi, où c'est l'objet qui va me guider en fait, et moi je vais travailler autour. Et après, il y a la dernière façon, où là, on est plus sur de la sculpture. Alors, c'est plus quand c'est des plus grosses pièces. Ça peut être des animaux, des demi-animaux que je fais au mur, ou souvent, quand je fais des voitures de course des années 50-60. Où là, en fait, dès le départ, moi, je vais avoir une inspiration, que ce soit d'un livre, un documentaire à la télé, des choses comme ça. J'ai vu un animal, tiens, vraiment, j'accroche, j'ai envie de faire ça. Ensuite, là, je vais me poser à l'atelier, faire quelques croquis, parce qu'on me demande des fois est-ce que je dessine ou non. Je dessine le moins possible parce que quand tu poses un dessin, tu vas essayer de te fier à ce dessin. Et en faisant avec de la récup, si par exemple à un moment je fais une forme avec un cercle et que j'ai pas de casserole ni de couvercle qui font ce diamètre-là, mon dessin je pourrais pas le respecter. Donc du coup, je serais un peu tiraillé entre la trame de départ et l'objet, comment il avance, la sculpture, comment elle avance. Et donc du coup, la dernière façon, voilà, elle est quand même initialement liée par un premier dessin, un premier croquis, souvent après à l'échelle 1, donc je me fais carrément un patron. À plat, et à partir de là je vais souder des premières parties pour me donner une ébauche, quoi, un squelette, on va dire, de travail. Et là-dessus par contre après on oublie les croquis et on y va sur les pièces qui vont venir. Et c'est ce qui est génial en fait de travailler dans la récup et dans ça, parce qu'on n'a aucune contrainte par rapport à une commande ou quoi. Voilà, moi je vais réaliser ma vision de ce bateau, ma vision d'un hippocampe, ma façon de voir une ville ou des choses comme ça, avec les objets que j'ai. Et du coup, l'idée, ce sera plutôt de jouer après sur les matières, les textures, les reflets,
Et ça, c'est juste génial, quoi. C'est génial parce qu'avec les objets anciens, ben, ils ont chacun leur patine. En plus, après, toi, tu peux te permettre de le rénover quasi neuf ou pas, et donc du coup de ramener des brillances, des choses comme ça. Et ça c'est juste génial. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur chaque œuvre? Lorsqu'on les regarde, qu'on les admire, on se dit, il doit y passer des heures entières, voire des nuits. Alors oui, les nuits et les journées, oui, ça dépend aussi de la saison, et c'est ce qui est bien aussi dans notre petit coin d'Aveyron, c'est qu'on a des hivers qui en fait sont très chargés parce que ben on est au chaud et là on bosse à fond. Mais ouais, les heures. Alors il y a déjà tout ce travail en amont, comme je vous disais au début, de récupération, parce que quand on me donne un lecteur DVD ou un lecteur cassette, dedans il est fourni de pièces, de visseries, d'écrous, de fils, de circuits imprimés. Mais si en soi je le récupère et que je le stocke dans mon garage, c'est pas forcément une mine de pièces. C'est déjà un objet qui ben, me montrera pas ce qu'il a à l'intérieur, donc j'aurai pas l'inspiration d'aller taper dedans. Donc déjà, il y a un énorme boulot de récupération de tous ces objets, de démontage et de tri surtout. Parce que quand on va passer, en général, je passe 1 à 2 journées par mois de démontage et de pré-tri. Et ensuite, après, il y a encore 1 journée ou 2 par mois de tri final, puisque chaque vis est rangée par son diamètre, sa longueur, et en plus maintenant par sa finition, donc que ce soit sa tête ou sa couleur, et pareil pour les écrous, les rondelles et toutes les autres petites pièces qui vont avec. Donc ça, c'est énormément de boulot qui se voit pas. C'est la fameuse face cachée de l'iceberg, mais qui est nécessaire pour que derrière, ça déroule, quoi. Et après, au niveau des heures passées sur les constructions ou les sculptures, c'est vraiment, il y a une question un peu de feeling, ou des fois, en fait, je le vois, il y a des petites sculptures, on va dire, qui m'ont pris 1 semaine, alors que d'autres sont monumentales et en 3 jours. C'est la question que j'allais poser. Peut-être que le miniature est plus difficile et plus long à réaliser parce que plus précis. Il l'est en soi, parce que même au niveau des techniques de montage et de collage ou de vissage, parce que je colle pas mal, mais j'essaye, là c'est le mécano qui parle, que ce soit quand même verrouillé par vis, écrou, boulon, ne serait-ce que même au niveau de la préciosité de la chose, une fois fini, moi je connais comment est monté un gecko ou un koala ou un caméléon quand il est en 3D sur un tableau, mais les personnes qui après l'auront chez eux, il y a aussi cette notion d'entretien. Peut-être qu'un jour ils vont passer avec l'aspi pas loin et juste un balai. Et il faut que ça tienne. Donc du coup, ouais, il y a pas mal de boulot assez long sur les petites pièces, mais c'est souvent des fois les blocages parce que j'ai pas l'objet qui pourrait coller, qu'il faut retravailler notre objet, qui font que ça peut rajouter du temps. Et aussi des fois le retour en arrière, parce que ça peut arriver justement de monter quelque chose et en fait tu prends du recul ou tu reviens le lendemain et non, c'est pas ça du tout, je pars dans la mauvaise direction. Donc il y a un travail de démontage. De la méthode, de la créativité et, on l'a compris, de la solidité dans les œuvres de Batz. Un artiste qui travaille une pièce après l'autre plutôt que de se perdre, de s'égarer en cumulant plusieurs projets. Sans véritable contrainte, avec toujours, cependant, une ligne de conduite, une certaine rigueur afin d'être plus libre dans ses créations. Le boulon qui me manque, ça m'arrive jamais. Rarement, mais c'est vrai qu'il y en a un stock dans l'atelier. Voilà. Toi, Manu, tu as vu le stock, donc effectivement, il y a du stock, mais il y a même cette... En fait, il y a une liberté qui est géniale à faire de la sculpture et de l'art mécanique, c'est qu'on n'a aucune contrainte technique comme pourraient l'être les contraintes, que ce soit automobile ou vélo ou moto, ou autre, hein, parce que des mécaniques, il y en a des millions. Et donc du coup, même si à un moment le boulon, je l'ai pas, je vais me débrouiller pour en fabriquer un avec un autre, ou travailler sur un autre procédé, les rivets, il y en a des millions, la soudure et tout ça. Et donc, en fait, ce qui est génial, d'une contrainte naît une opportunité de partir dans une autre direction ou de travailler différemment. Et ça, c'est juste top parce que t'es jamais vraiment bloqué. Je suis jamais bloqué sur des façons de fixer les choses ou d'avancer. Ce qui me bloque ou me ralentit, c'est ça. C'est quand des fois, vraiment, je voudrais un truc doré alors que j'en ai pas. Et il va falloir travailler, découper peut-être une partie d'une horloge pour avoir finalement à la fin la pièce dorée. Je m'y suis essayé de me mettre sur plusieurs chantiers, sur plusieurs projets de sculpture ou de choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément parce que du coup, en fait, j'ai pas vraiment de thème. C'est vrai que toutes mes sculptures et créations ont pour point commun d'être sur du recyclage et quand même des objets assez mécaniques. Mais si moi, je préfère vraiment me mettre à fond sur un truc de A à Z
parce que je suis dedans sur ce thème-là, sur ce niveau de finition, sur ce niveau de précision ou pas. Et donc j'aime pas me mettre sur plusieurs trucs parce que ça peut partir d'un peu dans tous les sens et du coup tu vas avancer une sculpture d'une certaine manière, te mettre sur autre chose de plus fin et quand tu vas revenir sur la sculpture initiale, tu vas travailler plus finement. Et en fait, en prenant du recul, tu vas voir qu'au début, on était plus sur quelque chose qui est fait avec de l'intention, avec quelque chose qui est fait un peu à la volée, qui après se termine plutôt en maquette ou l'inverse. Et ça, moi, ça me perturbe parce que ça fait des choses qui peuvent être déséquilibrées. Ouais. Alors évidemment, créer c'est bien joli, mais ensuite il faut vendre. Une autre facette du métier d'artiste. Mais n'oublions pas, Batz a été, durant quelques années, un commercial aguerri. Il sait gérer son image et aujourd'hui, ses œuvres s'exportent dans pas mal de salles d'exposition partout en France. Ça va crescendo avec l'activité. Moi, j'ai démarré ça il y a 3 ans, mais ne sachant pas où j'allais, tout ça, j'avais quand même gardé des petits boulots annexes. L'an dernier, j'ai supprimé quasiment tous les petits boulots annexes pour me concentrer vraiment sur l'atelier, sur la fabrique. Et là, ça fait 1 an que je suis à plein temps à la fabrique atypique. Et donc, du coup, et les productions d'œuvres et le temps qui m'est disponible pour lâcher mon atelier et aller démarcher des galeries, des musées, des magasins d'art, des endroits où ils seraient susceptibles d'accepter mes projets, mes sculptures. Et ça avance petit à petit. Donc effectivement, là, c'était ma première année assez importante parce que c'est la première fois que je faisais des expos en galerie d'art. Puisque l'an dernier, j'ai pu faire des expos, que ce soit à Saint-Jean-du-Bruel ici, à une maison, la maison du parc. Donc c'est un endroit qui est réservé aux expos d'art. Et après, moi, j'ai fait des petites expos, que ce soit dans des bars, des restaurants, des choses, des lieux que je connaissais un petit peu par réseau perso. Mais vraiment, voilà, là, cette année, c'était la première fois où j'allais dans une galerie où je connais pas le galeriste, donc tout était nouveau et un peu plus, pas protocolaire, mais dans ce qu'on s'imagine d'un artiste. Il crée dans son atelier, il va exposer en galerie, il fait son vernissage, voilà, des choses un peu plus carrées comme ça. Donc, excellente expérience parce que ça m'a permis personnellement de m'ajouter de la légitimité. Pour moi, jusqu'à présent, j'étais un mécano farfelu qui faisait des choses bizarres avec des objets en fer. Et en fait, ce mot artiste, sculpteur, tout ça, il est difficile pas à porter, mais quand tu arrives quelque part et qu'on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis artiste, fais voir. Et comme en plus l'art s'apprécie à chacun à sa juste valeur, tu peux toujours te dire peut-être qu'il aimera pas ce que je fais, peut-être qu'il me considérera pas pour un artiste, parce qu'un artiste, ça peut être un chanteur, un peintre ou quoi, mais pas forcément quelqu'un qui soude et qui boulonne et tout ça. Donc il y avait tout ça qui était un peu flou quand même dans ma tête. Et le fait d'avancer comme ça en galerie, d'être reconnu par mes pairs, parce que quand tu as des gars qui font ça depuis 30 ans et qui connaissent la galerie, qui connaissent l'art, qui disent oui, effectivement, c'est un art à part entière, mais tu as ta place, et feu et continue, tout ça. Ça rassure en soi, ça fait plaisir aussi, disons-le. Et en plus, ça augmente un petit peu ta notoriété, ce qui fait que directement, ça augmente tes ventes et ta visibilité. Donc après il y a eu développement d'un site internet, les réseaux sociaux, il faut pas négliger. Merci les réseaux sociaux qui permettent d'avoir de la visibilité en France. C'est vrai que tu es très présent et tu montres justement l'évolution de ton travail. Dès qu'une œuvre sort, tu la présentes. Oui, clairement, je m'impose de le faire et depuis peu, j'essaye aussi de partager mon travail en faisant des vidéos de conception. D'une, parce que je trouve ça intéressant de montrer aux gens comment j'ai fait la pièce, et en plus, ça colle avec le fait de travailler sur des matériaux recyclés. Parce que je trouve ça génial de voir une vidéo avec une dizaine de pièces au départ qu'on connaît tous, ce sont des mécaniques, des pièces de la cuisine, des trucs comme ça. Et petit à petit, les voir se faire tordre, souder, chauffer, et pour devenir à la fin un animal, un véhicule, un truc comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant, moi, de le faire. Moi, quand personnellement, je suis sur les réseaux, que je regarde des vidéos, je m'éclate de voir ce que font les autres. Donc ouais, voilà, je pense que c'est intéressant et primordial d'être présent sur les réseaux à ce niveau-là. Ouais. Ça fait partie du boulot, tout ça. Ça fait partie du boulot, ça prend énormément de temps.
Parce que quand tu veux réaliser une vidéo, tu vas d'abord aller chercher la pièce toi-même, la présenter, voir comment tu vas la travailler, puis après il y a quand même une notion de mise en scène, donc il faut reprendre, nettoyer un peu l'établi, que ce soit bankable un peu, en tout cas que ça brille un peu voilà, il faut que ça fasse quelque chose de correct, et donc du coup ouais, c'est du boulot, c'est beaucoup plus de boulot. Ouais, être artiste aujourd'hui, c'est être aussi un chef d'entreprise. Oui, mais il y a des millions de boulots où il le faut aussi, mais oui, clairement, il y a le savoir-faire et après il y a le faire savoir. Et ça, c'est pas nouveau. Donc oui, il faut être à l'atelier, il faut être tranquille à l'atelier pour être à 100% sur ta sculpture, mais il faut aussi garder en tête le soir le fait d'être présent, bosser sur l'ordi. Il faut aussi aller faire du réseau, donc aller à d'autres vernissages, aller à d'autres galeries d'art, susciter l'intérêt. Et donc tout ça, ça prend du temps aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des artistes, après, quand ils avancent, ont des agents qui leur permettent de leur libérer ce temps-là. Et d'ailleurs, moi, c'est la première année où ça démarre, où je me fais épauler justement pour ça, pour ne pas aller, moi, passer des journées à trouver les galeries et tout ça, parce que le simple coup de fil ou le mail à une galerie, tu les intéresses pas plus, on est déjà des millions à le faire, donc il faut y aller, quoi. Et donc y aller, ça prend du temps. Finalement, en conclusion, au bout de seulement 3 ans, c'est déjà un réel succès. Hein. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle le succès. Ou une réussite en tout cas. Moi, je Personnelle. parlerais de réussite personnelle dans le sens où ça fait que 3 ans, donc on va pas crier victoire, mais en tout cas, je fais ce que je veux, comme je veux, et ça, c'est juste génial aujourd'hui. Voilà, de se lever le matin en se disant j'ai envie de faire ça, j'y vais. Alors après, oui, des fois, ça finit à 23h, mais en tout cas, le matin, j'avais l'idée, et le soir, elle est ou réalisée, ou en tout cas, elle attendra demain pour être finie, ou la fin de la semaine quand c'est plus gros. Mais oui, c'était un projet un peu farfelu, voilà, un peu sur des œufs, quoi. Je savais pas du tout où j'allais. Et je remercie encore les bonnes personnes que j'ai rencontrées et les mauvaises qui m'ont permis d'avancer dans les bonnes directions. Et justement, d'en vivre aujourd'hui, c'est juste génial, quoi. Et je pousse vraiment tous les passionnés à y aller à fond. Il faut, si la passion elle est là, voilà, donne-toi-en les moyens et derrière, ça va le faire, quoi. Il faut faire les bons choix et y aller, quoi. Merci beaucoup, Bats. On se Avec dit à plaisir. très bientôt. À très bientôt à l'atelier ou en galerie. Voilà, c'est la fin de cet épisode de EB, podcast qui vous entraîne à la rencontre de personnes, de projets entre Cos et Cévennes, Sud-Aveyron et Lozère. Afin de découvrir l'univers artistique de Bats, vous pouvez vous rendre sur son site internet ou sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement dans un moteur de recherche La Fabrique Atypique. Son atelier, lui, se trouve à Saint-Jean-du-Bruel et la plupart de ses œuvres y sont exposées. Merci de votre fidélité à EB. N'hésitez pas à partager le lien de nos épisodes à vos amis, à votre famille. C'est comme ça qu'un podcast indépendant grandit. Prochain numéro dans 3 semaines avec une très belle découverte à la cavalerie sur le plateau du Larzac, celle d'un élevage d'alpagas et de l'atelier de transformation de la laine. Un moment au plus près des camélidés avec Aurore Arnal qui gère cet élevage assez inédit par ici. Voilà, à très bientôt, salut.